Arrivée à l'hôtel, je courus chez Suzanne. Elle se jeta littéralement à mon cou. « Ah, ma chérie, où étiez-vous? J'étais mortellement inquiète. Mais qu'avez-vous fait ?» « L'épisode 3 des aventures de Pamela, répliquai-je. Je lui racontai tout. Elle poussa un profond soupir. « Mais pourquoi ces choses-là ne m'arrivent-elles jamais ?» dit-elle plaintive. « Pourquoi ne me bâillonne-t-on pas dans une mansarde, pieds et poings liés ?» Une petite heure comme celle que j'avais passée, étouffant sous un bâillon, aurait vite fait de la désillusionner sur le charme des aventures. Suzanne adore les frissons, mais elle aime encore plus le confort. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» me demanda-t-elle. « Oh, je ne sais pas, dis-je. Vous irez en Rhodésie pour surveiller Padgett et moi, et vous ?» Ah, précisément, c'était là le hic. Chichester était-il parti pour Durban? En tout cas, je pouvais y aller par le chemin de fer. Dans le hall, nous descendîmes pour le déjeuner. On m'informa que le train de Durban partait à 8h15 du soir. Croyez-vous que vous reconnaîtrez Chichester sous n'importe quel déguisement? Je secouai tristement la tête. Je ne l'aurais pas reconnu en femme de chambre sans votre dessin. Je suis sûre que cet homme est un acteur professionnel. Il se déguise merveilleusement. À Durban, il peut descendre du paquebot dans la tenue d'un matelot et vous ne vous douterez même pas que c'est lui. Oh, c'est gai. À ce moment-là, le colonel Reiss entra. « Que fait Sir Eustache ?» demanda Suzanne. « Je ne l'ai pas vu de la journée. »« Sir Eustache a des ennuis, mais il ne faut pas le dire. »« Ah, dites, colonel, dites !»« Eh bien, que diriez-vous si vous appreniez que le fameux homme au complet marron a fait le voyage avec nous ?» Je sentis tout mon sang se glacer dans mes veines. Heureusement, le colonel ne me regardait pas. « C'est un fait. Il a embobiné Pedler qu'il a pris comme secrétaire. »« Padgett, pas possible. »« Non, pas Padgett, l'autre, Rayburn. »« Mais l'a-t-on arrêté ?» demanda Suzanne en me serrant la main sous la table. « Non, il a disparu. » Et que dit Sir Eustache? Il considère cette affaire comme une injure personnelle du sort. Nous eûmes l'occasion d'entendre l'opinion de Sir Eustache lui-même dans l'après-midi. Il nous envoya un petit mot par la main du groom pour nous prier de prendre une tasse de thé avec lui. Le pauvre homme était dans un état pitoyable. Il nous conta ses ennuis et Suzanne l'écouta comme elle seule sait le faire. Premièrement, une femme étrangère a l'impertinence de se faire assassiner dans ma maison dans le but spécial de m'embêter. Mais pourquoi ma maison, je vous le demande? Pourquoi, parmi toutes les maisons de la Grande-Bretagne, choisir la villa du Moulin? Mais qu'est-ce que je lui ai fait, moi, à cette femme, pour qu'elle aille se faire assassiner chez moi? Suzanne émit le petit soupir de condoléance qu'il fallait, et Sir Eustache continua d'un ton encore plus offensé. Mais non, ça ne leur suffit pas. Le type qui l'a assassiné a l'imprudence de se faire engager par moi comme secrétaire. Hein? Comme secrétaire. Non mais, qu'est-ce que vous en dites? Ah, j'en ai soupé des secrétaires. Ce sont ou des assassins déguisés, ou des ivrognes. Vous avez vu l'œil poché de Padgett? Je ne peux pas me balader avec un secrétaire à mes trousses comme ça. Assez de secrétaires pour moi. À moins que ce soit une femme, d'ailleurs. Une petite femme charmante, avec de beaux yeux doux, qui me tiendra par la main si j'ai des ennuis. Hein? Alors, qu'est-ce que vous en dites, Miss Anne? Vous voulez vous charger de ces fonctions? Combien de fois par jour faudra-t-il vous tenir par la main? Demandai-je en riant. Toute la journée. Ah, dans ce cas-là, je ne taperai pas beaucoup à la machine. Mais ça n'a pas d'importance. C'est Padgett qui me fait travailler. Moi, je me réjouis de le plaquer pour une fois et de m'en aller seul. Padgett ne vous accompagne pas? Ah non? Non, non. Il reste au Cap. Il aidera la police à traquer Rayburn. C'est une besogne qui lui convient parfaitement. Vous voyez? Mon offre est très sérieuse. Alors venez-vous. Miss Blair vous servira de chaperon et je vous donnerai de temps en temps une demi-journée pour déterrer de vieux os. Grand merci, Sir Eustache, mais je pars ce soir pour Durban. Oh, ne soyez pas entêté, accompagnez-moi en Rhodésie. Non, Sir Eustache, je vous remercie, mais il faut que j'aille à Durban. Sir Eustache soupira, puis, ouvrant la porte de la pièce voisine, appela Padgett, qui tressaillit légèrement en m'apercevant. Si vous avez fini votre petit somme, mon vieux, vous pourriez travailler un peu pour changer. J'ai tapé ce mémorandum tout l'après-midi, Sir Eustache. Arrêtez alors. Allez au bureau du commerce ou à la chambre d'agriculture où vous voudrez et trouvez-moi une femme quelconque pour m'accompagner en Rhodésie. Elle doit avoir de beaux yeux, doux, et me tenir par la main. Bien sûr, Sir Eustache, je demanderai une bonne sténodactylo.
Maudit Padgett, dit Sir Eustache, après le départ de son secrétaire. Je parie qu'il m'amènerait une bonne femme, la plus laide qu'il pourrait trouver. J'ai oublié de lui dire que j'exigeais de jolies jambes. J'entraînais Suzanne dans sa chambre. Suzanne, vous l'avez entendu? Padgett reste ici. Vous ne pouvez vous dédire au dernier moment sans provoquer des soupçons. D'ailleurs, Sir Eustache peut le rappeler n'importe quand et vous serez là pour le surveiller. D'autant plus que nous ne devons pas perdre de vue les deux autres. Bah, voyons, Anne, vous ne soupçonnez quand même pas le docteur Ress ou Sir Eustache. Je soupçonne tout le monde. Et si vous avez lu les romans policiers, vous devez savoir, Suzanne, que c'est toujours le personnage le plus insoupçonnable qui se trouve être le criminel. Il y a des tas de criminels gros, gras et gais comme Sir Eustache. Mais le colonel Ress n'est ni gros ni laid, lui. Oui, bon, bah, quelquefois, ils sont grands et taciturnes. Je vous dis pas que je les soupçonne sérieusement l'un ou l'autre, mais après tout, la femme a été assassinée dans la villa de Sir Eustache. Bon, ne rabâchez pas tout ça. Je le surveillerai de tous mes yeux, Anne. Et s'il engraisse et devient plus gai, je vous enverrai une dépêche. Sir Eustache en Grèce, très suspect, venez immédiatement. Oh mon Dieu, si mon pauvre mari savait que je cours l'Afrique sur la trace de criminels dangereux, il aurait une attaque d'apoplexie. En tout cas, il est clair que je dois rester ici pour surveiller Padgett. Je ferai mine de partir pour Durban ce soir, je prendrai mes bagages, mais en réalité, je descendrai dans quelques petits hôtels en ville. Je me déguiserai un peu, une perruque blonde, une voilette blanche, épaisse, et une fois qu'il me croira parti, j'aurai plus de chances de voir clair dans son jeu. Le soir après dîner, je pris congé de Sir Eustache. Il soupira. Bon alors, vous ne m'accompagnez pas? Ah, je voudrais bien, mais... Chère petite fille, il doit y avoir à Durban quelques blancs-becs qui vous attendent et que vous préférez au charme d'un homme mûr. Allez, bon voyage. À propos, Padgett va prendre l'auto pour faire une commission. Il peut vous emmener à la gare. Ah, non merci, dis-je vivement. Nous avons commandé un taxi. Padgett m'accompagnant à la gare, ce serait trop fort. Sir Eustache me regardait attentivement. Je crois bien que vous n'êtes pas tendre pour Padgett. Je ne saurais vous blâmer. Cette Anne Batté me cause tous les ennuis possibles. Ah oui, que vous a-t-il encore fait? Il m'a trouvé une secrétaire, 40 ans au moins, des lunettes, des souliers à bout carré et un petit air capable et énergique qui me donne la nausée. Elle vous tiendra par la main? Oh, pour l'amour de Dieu, non! Pour le coup, ce serait trop. Ah non, au revoir, mes beaux yeux doux. Si j'avais un lion en Rhodésie, je ne vous donnerai pas la peau maintenant que vous m'avez plaqué. Il me serra cordialement la main et partit. Suzanne m'attendait dans le hall pour m'accompagner à la gare. Un taxi, dis-je au groom. Mais une voix derrière moi me fit tressaillir. Pardon, Miss Bedingfeld, mais j'ai justement l'auto. Je vous accompagnerai à la gare. Merci, dis-je, monsieur Padgett, mais je ne veux pas vous déranger. Mais cela ne me dérange pas du tout, je vous assure. Garçon, emportez les bagages dans l'auto. C'est ça. Rien à faire, il fallut le suivre. J'espérais au moins qu'il nous quitterait devant la gare, mais il tint à nous accompagner. Je vous mettrai dans le train, il part dans un quart d'heure. Je n'osais pas regarder Suzanne. Il me soupçonnait, c'était évident. Il voulait être sûr de mon départ. Que pouvais-je faire? Rien, dans 3 minutes, le train partirait. Mais Padgett avait compté sans Suzanne. Vous aurez chaud en route, Anne, fit-elle soudain. Il fait une chaleur accablante. Avez-vous de l'eau de Cologne au moins? Oh! C'était limpide. Mon Dieu, criai-je, j'ai oublié mon eau de Cologne sur ma table de toilette à l'hôtel. Suzanne, heureusement pour moi, avait l'habitude de commander. Elle se tourna impérieuse vers Padgett. Monsieur Padgett, vite, vous avez juste le temps. Il y a un parfumeur en face de la gare. Il faut de l'eau de Cologne pour Anne. Il hésita, mais l'air d'impératrice de Suzanne triompha de lui. Elle est une autocrate née. Il obéit. Suzanne le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparut. « Vite, Anne, sortez de l'autre côté s'il n'y est pas. Ne vous occupez pas de vos valises. Vous télégraphierez demain, pourvu que le train parte à temps. » Je regardais à l'autre bout de la gare, personne. Précipitamment, je sortis et me cachai à l'ombre d'un kiosque. Je voyais Suzanne postée devant une portière du wagon, bavardant apparemment avec moi. Un coup de sifflet, le train se mit en marche. Suzanne agita son mouchoir et se retourna. « Trop tard, monsieur Padgett, dit-elle gaiement. Parti. Vous avez l'eau de Cologne. Oh, quel dommage de ne pas y avoir pensé plus tôt. »
Guy Paget était tout essoufflé. Il avait dû courir comme un fou. Suzanne jouait son rôle à merveille. Quel dommage qu'Anne Bellingfeld n'aille pas en Rhodésie avec nous. Cette petite fille qui s'en va toute seule à Durban, je n'aime pas ça. Mais je crois qu'il y a là-bas quelqu'un qui l'attend. Chère Suzanne, elle m'avait sauvée. J'attendais 1 minute ou 2 et je sortis aussi. Ce faisant, je me heurtais contre un monsieur d'aspect rébarbatif au nez d'une longueur disproportionnée. Je ne rencontrais plus aucune difficulté dans l'accomplissement de mes projets. Je trouvais un petit hôtel dans une rue tranquille, louais une chambre et me couchais le plus paisiblement du monde. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure et partis en ville acheter une garde-robe modeste. Je comptais ne pas commencer avant le départ du train de 11 heures pour la Rhodésie. Paget ne se lancerait certainement dans aucune affaire louche avant de s'être débarrassé de son patron. Tout dépend souvent des plus petites choses. Le lacet de mon soulier se détachait et je m'arrêtais pour le nouer. C'était au détour d'une rue. J'étais encore penché vers le sol quand un homme surgit et faillit me bousculer. Il souleva son chapeau, murmura un mot d'excuse et passa. Son visage me sembla vaguement familier, mais je ne fis pas extrêmement attention. Je regardais mon bracelet-montre, l'heure avançait, il était temps de rentrer. Je vis un tramway sur le point de partir, je courus pour l'atteindre. Des pas résonnaient derrière moi. Je grimpai attendant le train, mais les pas derrière moi aussi. Je le reconnus immédiatement. C'était l'homme qui était passé devant moi dans la rue au moment où je laçais mon soulier. Et je compris en un clagnol pourquoi son visage m'avait paru familier. C'était aussi le petit monsieur au grand nez contre lequel je m'étais heurté la veille en sortant de la gare. Mais n'était-ce qu'une coïncidence? Ou cet homme me suivait-il vraiment? Je descendis du tramway et me dissimulai sous une voûte. Il descendit à la station suivante et revint dans ma direction. C'était clair, j'étais suivi. J'avais triomphé trop tôt. Ma victoire sur Guy Paget était éphémère. Tout cela était bien plus grave que je ne l'avais cru au début. Le meurtre dans la villa de Marlowe n'était pas un incident isolé, commis par un individu quelconque. C'était un des crimes d'une bande dont je commençais, grâce aux révélations faites à Suzanne par le colonel Reiss et aux bribes de conversation saisies au vol à Muizenberg, dans la villa du directeur du musée, et aux bribes donc de conversation saisies au vol à Muizenberg, à comprendre l'activité. Crime systématique dirigé par l'homme que ses inférieurs appelaient le colonel. Je me rappelais certaines choses entendues à bord du Kilmorton Castle sur la grève des ouvriers au Rand et sur ses causes. Une organisation secrète, disait-on, fomentait la sédition. C'était l'œuvre du colonel. Il dirigeait, organisait, prescrivait et ses émissaires abattaient la besogne. Mais qui sait? Peut-être était-il sur place lui-même, caché sous un masque, dans une situation inattaquable. Quant au colonel Reiss, il était envoyé par le service secret à la poursuite de l'archicriminel. Oui, c'était bien cela. L'affaire devenait claire. Mais moi, mon rôle dans tout cela, s'ils s'obstinaient à m'écarter de leur chemin, c'est qu'ils me considéraient comme une menace. Ils croyaient que je savais quelque chose qui pourrait les perdre, et ce quelque chose avait trait au diamant. Une seule personne aurait pu me renseigner complètement, Harry Rayburn. Il connaissait l'autre moitié de l'histoire, mais il avait disparu dans les ténèbres. C'était un homme traqué, fuyant la justice. Il était probable que nous ne nous rencontrerions plus jamais. Ah non, ce n'était pas le moment de s'abandonner aux rêveries sentimentales. Moi qui m'étais enorgueillie de mon rôle d'espionne, j'étais devenue l'espionnée. Pour la première fois, je commençais à perdre mon sang-froid. Une fois, Harry Rayburn m'avait sauvée. Une autre fois, je m'étais sauvée moi-même. Mais cette fois, les ennemis me cernaient de tous les côtés. J'étais seule, condamnée. Je me ressaisis. Après tout, que pouvait-il faire? J'étais dans une ville civilisée, avec des policiers à tous les carrefours. Il ne m'aurait pas comme ça. J'y veillerais. Sans me retourner, j'entrai dans un café et commandai un porto pour me ragaillardir. Comme je m'y attendais, l'homme entra et s'assit à une table voisine. Soudain, il se leva et sortit. Surprise par ce mouvement imprévu, je quittai ma place et me glissai vers la porte. L'homme causait avec Guy Paget.
Si j'avais eu encore des doutes, cela aurait suffi à me convaincre. Padgett tira sa montre. Après quelques mots brefs, échangés à voix basse, le secrétaire descendit dans la rue. Il avait certainement donné ses ordres, mais quels étaient-ils? Mon cœur soudain bondit dans ma poitrine. L'homme qui m'avait suivi traversa la rue et s'approcha d'un agent. Il lui donna de longues explications en faisant des gestes dans la direction du café. Je compris immédiatement. On allait m'arrêter pour une raison quelconque. Rien de plus simple pour cette bande que de m'accuser d'un vol imaginaire. À quoi bon protester de mon innocence? Harry Rayburn, autrefois, n'avait pu se disculper du vol des diamants, car j'étais certaine de son innocence. Je n'avais aucune chance de contrecarrer les projets diaboliques du colonel. Machinalement, je jetai un coup d'œil sur ma montre et je compris pourquoi Padgett avait regardé la sienne. Il était 11h moins 5. À 11h partait le train de Rhodésie, emportant les amis influents qui eussent pu venir à mon secours. C'est pourquoi jusqu'ici on m'avait laissé en paix. Mais le train partait et la porte de la souricière se refermait sur moi. J'appelai le garçon pour payer. Un instant, mon cœur s'arrêta de battre. À l'intérieur de mon sac, il y avait un portefeuille d'homme bourré de billets de banque. On avait dû adroitement l'y introduire au moment où je descendais du tramway. Perdant la tête, je sortis précipitamment. Le petit bonhomme au grand nez, suivi de l'agent de police, m'aperçut. Le bonhomme poussa un cri et me désigna du doigt. Je pris mes jambes à mon cou et me sauvai. Des passants me regardaient. Je sentais que dans un instant, tout serait perdu. Une idée me passa à la tête comme un éclair. « La gare !» demandai-je haletante. « En bas et à droite. » Je me précipitai. Il est permis de courir pour attraper un train. Comme je m'engouffrais dans la gare, j'entendais des pas derrière moi. Ils allaient me rejoindre. Je levai les yeux vers l'horloge. 11h moins 1. J'étais arrivé par l'entrée principale qui donne sur la rue. Je sortis en trombe par la sortie latérale. En face de moi se trouvait une issue par le bureau de poste dont la sortie principale donnait également sur la rue. Comme j'y comptais, mon persécuteur, au lieu de me suivre, traversa la rue pour me couper l'entrée ou pour avertir l'agent. En un clin d'œil, je franchis de nouveau la chaussée et rentrai dans la gare, m'élançai sur le quai. Je courais comme une folle. Il était 11h, le train venait de se mettre en marche. Un contrôleur essaya de m'arrêter, mais je le repoussai de toutes mes forces, sautai sur le marchepied et ouvris la portière. Sauvé. Le train accélérait. Nous passâmes devant un homme posté au bout du quai. Je lui fis un signe de la main. « Au revoir, Padgett !» m'écriai-je. Je n'ai jamais vu un homme plus hébété. On lui dit qu'il avait aperçu un fantôme. Le contrôleur se précipita vers moi, mais je le pris de haut. « Je suis la secrétaire de Sir Eustache Pedler, dis-je hautaine. Conduisez-moi dans son wagon privé. » Suzanne et le colonel Race bavardaient dans le couloir. Ils jetèrent une exclamation de surprise en m'apercevant. « Comment, Miss Anne ?» s'écria le colonel Race. « D'où venez-vous? Je vous croyais à Durban. Oh, quelle femme originale vous faites !»« Je dois me présenter à mon chef, dis-je. Où est-il ?»« Dans son bureau, compartiment du milieu. Il dicte des lettres à une vitesse folle à Miss Pettigrew. » Tant d'enthousiasme pour le travail. M'est idée qu'il veut lui donner assez de besogne pour l'enchaîner à son propre compartiment pour le reste de la journée. Je me mis à rire. Suivi par le colonel et Suzanne, je me rendis chez Sir Eustache. Marchant de long en large dans l'espace restreint du compartiment, il jetait un torrent de paroles à la tête d'une grande femme homasse horriblement fagotée, avec un lorgnon sur le nez et un petit air capable. « Bonjour, monsieur, dis-je gentiment. » Sir Eustache s'arrêta au milieu d'une phrase compliquée sur le parti travailliste et me regarda bouche bée. Miss Pettigrew, qui devait avoir des nerfs trop sensibles, sursauta comme un coup de fouet. « Ventre saint gris !» proféra Sir Eustache. « Et le jeune homme de Durban, alors ?»« C'est vous que je préfère, dis-je d'un ton sucré. Chère petite fille, vous pouvez commencer votre travail sur le champ. Allez, prenez-moi par la main. » Miss Pettigrew toussa et Sir Eustache retira précipitamment sa main. « Ah oui, dit-il, bon, où en étais-je ?» Le leader travailliste dans son discours du... « Oui, qu'est-ce qu'il y a, Miss Pettigrew? Pourquoi n'écrivez-vous pas? Je crois, dit doucement le colonel Race, que Miss Pettigrew a cassé son crayon. » Il le lui prit et se mit à le tailler. Sir Eustache le fixa curieusement et moi de même.
Il y avait dans le ton du colonel Reiss quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Alors, Sir Eustache écrit « Je crois que j'ai l'intention d'abandonner mes mémoires. Au lieu de cela, j'écrirai un article intitulé « Mes secrétaires ». En ce qui concerne cette catégorie d'individus, je commence à penser que je suis sous le coup d'une malédiction. À certains moments, je n'ai pas de secrétaire, à d'autres, j'en ai trop. À l'heure qu'il est, je roule vers la Rhodésie avec un tas de femmes. Reiss, naturellement, se charge de celles qui sont jolies et me laisse avec celle qui est laide. C'est ce qui m'arrive toujours. Et pourtant, c'est mon wagon privé. Le mien et non celui de Reiss. Anne Bedingfeld, elle aussi, m'accompagne en Rhodésie, sous prétexte d'être ma secrétaire provisoire. Cependant, tout l'après-midi, elle est restée sur la plateforme avec Reiss pour admirer le paysage. Bon, il est vrai que je lui ai dit que sa besogne principale consisterait à me tenir par la main. Mais elle ne le fait même pas. Peut-être a-t-elle peur de Miss Pettigrew. J'aurais mauvaise grâce à lui reprocher. Ah, moi aussi, elle fait peur. C'est une femme de proportions imposantes, avec des pieds d'une longueur respectable. On dirait un homme. Anne Bedingfeld est extrêmement mystérieuse. Elle s'est embarquée dans le train au dernier moment, essoufflée comme si elle avait couru pour un match. Et pourtant, Paget m'avait dit qu'il l'avait mise la veille dans le train de Durban. Ou bien Paget s'est saoulée de nouveau, ou bien cette jeune fille a un corps astral. Et dire qu'elle ne m'a donné aucune explication. Personne ne m'explique jamais rien. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos secrétaires. Alors, numéro 1, un assassin fuyant la justice. Numéro 2, un sac à vin qui a des intrigues secrètes en Italie. Numéro 3, une charmante jeune femme qui possède la faculté utile de se trouver en 2 endroits en même temps. Et numéro 4, Miss Pettigrew, qui est, je n'en doute pas, un criminel camouflé. Probablement un des amis italiens de Paget qu'il m'a mis sur le dos. On découvrirait un jour que Paget m'a indignement trompé, que ça ne m'étonnerait pas autrement. En somme, le meilleur était encore Rayburn. Il ne m'a jamais embêté. Je viens de sortir sur la plateforme, m'attendant à un accueil aimable de la part des femmes, mais elles étaient en train d'écouter pieusement un des récits de voyage de Reiss. Au lieu de ma carte de visite, je ferai afficher sur le wagon « Colonel Reiss et son harem ». Non mais est-ce que c'est le meilleur train pour la Rhodésie? Demande Anne Bedingfeld. Le meilleur train de la journée, répéta Reiss en souriant. Mes chères demoiselles, il n'y a que 3 trains par semaine. Vous rendez-vous compte que nous n'arrivons aux chutes d'eau que samedi prochain? Nous aurons le temps de bien nous connaître, soupira malicieusement Mrs. Blair. Combien de temps resterez-vous aux chutes d'eau, Sir Eustache? Cela dépend, répondis-je prudemment. De quoi? Des événements de Johannesburg. Il faut que j'étudie la situation sur place, car vous savez qu'au Parlement, je me pose en expert dans le domaine de la politique sud-africaine. Mais il paraît que Johannesburg est en proie au désordre, et je n'ai pas le moindre désir d'étudier la situation au milieu d'une révolte populaire. Vos craintes sont exagérées, Sir Eustache, répliqua Reiss d'un petit ton supérieur. Il n'y a pas de danger à Johannesburg. Les femmes le regardèrent de cet air qui signifie « Quel héros vous faites !» Reiss a le don de me porter sur les nerfs. Je suis aussi courageux que lui, mais ils ont tout pour eux, ces hommes grands, minces et bronzés. Je pense que vous y viendrez aussi, dis-je froidement. C'est possible, nous pourrions y aller ensemble. Pourquoi a-t-il une telle envie de m'expédier à Johannesburg? J'ai l'idée qu'il a jeté son dévolu sur la petite Bedingfeld. Et vos projets à vous, Miss Anne? Oh, cela dépend, répondit-elle d'un air circonspect copié sur le mien. Je croyais que vous étiez ma secrétaire. Bon, vous ne voulez pas de moi. Vous avez tenu la main de Miss Pettigrew tout l'après-midi. Quel qui peut être mon emploi du temps, affirmai-je. Je vous jure que je n'ai pas fait cela. Sur le carnet, il écrit « Jeudi soir ». Le carnet donc de M. Pedler, puisqu'on est dans son journal. Nous venons de quitter Kimberley. À la gare, Anne Bedingfeld a expédié en Angleterre une dépêche gigantesque. Enfin, elle a levé le voile du mystère. Il paraît qu'elle est reporter d'un journal. Elle a suivi, dit-elle, la trace de l'homme au complet marron. Mais je ne crois pas qu'elle ait eu l'occasion de le voir à bord du Kilmorden Castle. Mais ça ne l'empêche pas maintenant de télégraphier. Comment j'ai voyagé avec l'assassin et d'inventer des histoires imaginaires sur ce qu'il m'a dit, etc. Bien entendu, l'un des rédacteurs y mettra du sien, de sorte que, quand le reportage paraîtra dans le budget quotidien, Rayburn ne s'y reconnaîtra pas.
Mais il faut être juste, la petite est fine. Elle a réussi à établir l'identité de la femme assassinée dans ma maison. C'est une danseuse russe, nommée Nadine. J'ai demandé à Anne Bedingfeld si elle en était sûre. Elle m'a répondu, selon la meilleure traduction de Sherlock Holmes, que ce n'était qu'une déduction. Mais elle l'a annoncé à Lord Naseby comme un fait. Les femmes ont de ces intuitions. Je ne doute pas qu'Anne Bedingfeld ait raison, mais c'est absurde de nommer cela une déduction. Comment a-t-elle réussi à se faire une situation au budget quotidien? Ça me dépasse. Mais elle est de ces femmes à qui tout réussit. Elle a de ces petites façons câlines qui masquent une énergie invincible. Et il n'y a qu'à voir comment elle s'est introduite dans mon wagon. Je commence à me douter de la raison. Race a dit que la police cherchait Rayburn en Rhodésie. Anne Bedingfeld se lance sur ses traces. Elle convoite la gloire de le découvrir pour elle-même et pour le budget quotidien. Les jeunes femmes de nos jours ont beaucoup de sang-froid. Je lui ai fait remarquer que ce n'était pas là une façon d'agir, mais c'était une façon d'agir féminine. Elle n'a fait qu'en rire. Elle m'a assuré que si elle lui mettait la main au collet, sa fortune était faite. Peut-être était-il dans ce train. Dans ce cas, nous risquons d'être tous assassinés dans nos lits. Je lui ai dit à Mrs. Blair. Elle m'a répondu gaiement que si on m'assassinait, cela ferait un reportage épatant pour Anne. Merci. Demain, nous passerons par le désert. La poussière sera atroce. À toutes les stations, des petits Kafirs vendent des animaux bizarres en bois sculpté qu'ils fabriquent eux-mêmes. Je crains un peu que Mrs. Blair ne se laisse séduire par le charme primitif de ses jouets. Vendredi soir, c'est bien ce que je craignais. Mrs. Blair et Anne ont acheté 49 animaux en bois sculpté. Chapitre 23. Maintenant, c'est Anne qui reprend son récit. Je vais boire un petit coup. Nous faisons un voyage admirable. Je me passionne tantôt pour le paysage majestueux, tantôt pour la grandeur du désert, tantôt pour les adorables joujoux que vendent les indigènes. Suzanne a acheté toute une collection d'animaux en bois sculpté à 3 sous chacun. Des girafes, des tigres, des serpents, des autruches à la mine mélancolique. Nous nous sommes amusés comme des folles. On s'imagine la stupeur de Suzanne quand elle me vit grimper dans le train au Cap. Nous avons bavardé la moitié de la nuit. Je me suis rendu compte que la défensive était aussi nécessaire que l'offensive. En voyageant avec Sir Eustache et le colonel Race, je me sens en sécurité. Mes ennemis n'oseront pas m'attaquer tant que je serai sous leur protection. Au surplus, tant que je demeurerai auprès de Sir Eustache, je resterai en contact indirect avec Guy Paget, et Guy Paget est le cœur du mystère. J'ai demandé à Suzanne si elle estimait possible que Paget lui-même fût le mystérieux colonel. J'ai remarqué que Sir Eustache, en dépit de ses façons despotiques, est en réalité fortement influencé par son secrétaire. C'est un homme facile, dont un secrétaire adroit peut faire ce qu'il veut. Cette situation relativement obscure peut fort bien servir les desseins de Paget, puisqu'il n'a aucune raison de souhaiter être dans la lumière. Suzanne ne partage pas mon opinion. Elle se refuse à croire que Paget soit le grand patron. Il est vrai qu'il semble privé de l'audace et de l'assurance qu'on attend d'un criminel endurci. Mais après tout, le mystérieux colonel ne fait que diriger l'activité de la bande et le génie créateur s'allie souvent à un fusible faible et chétif. « Fille de professeur, va !» s'exclama Suzanne. Et pourtant, si la complicité de Paget n'est qu'un mythe, s'il était brave et honnête garçon, je secouai la tête. C'est lui qui a essayé de me jeter par-dessus bord sur le Kilmorden Castle. Pourquoi tenez-vous à l'innocenter? À cause de sa physionomie. Sa physionomie, mais... Oui, je sais ce que vous allez dire. Il a une physionomie de bandit. Mais c'est justement, un homme qui a un visage pareil ne saurait être un bandit. C'est sûrement une ironie de la nature. L'argument de Suzanne ne me convainquit pas. J'en sais quelque chose de la nature, enfin du moins aux époques révolues, et si elle a de l'humour, elle a tout fait pour le cacher. Non, Suzanne est de celles qui attribuent aux autres ses propres qualités. Nous passâmes à nos projets immédiats. Je me rendais compte
que je devais me créer une situation. Je ne pouvais pas continuer à me draper dans le mystère. J'avais en main le moyen de résoudre ce problème et le budget quotidien pouvait me l'offrir. Mon silence n'avait plus aucun prix pour Harry Rayburn. Ce n'était pas ma faute si on l'avait identifié comme l'homme au complet marron. Je ne l'aiderais que mieux en semblant le combattre. Le colonel et sa bande ne devaient pas soupçonner qu'il y eut quelque chose entre moi et l'homme qu'ils avaient choisi comme bouc émissaire de l'assassinat de Marlowe. À ce que je savais, la femme assassinée n'était pas encore reconnue. J'ai télégraphié donc à Lors Naseby qu'elle était la célèbre danseuse russe Nadine, qui avait fait fureur à Paris pendant tant d'années. Il me semblait incroyable qu'on ne l'eût pas su plus tôt. Je ne compris que plus tard pourquoi. Elle n'était jamais allée en Angleterre. Londres ne la connaissait pas. Les photos prises à Marlowe étaient si vagues que même ses intimes s'y seraient trompés. D'autre part, elle avait tenu secret son voyage en Angleterre. Donc, le lendemain de l'assassinat, le manager avait reçu de la danseuse une lettre annonçant que des affaires graves la rappelaient en Russie et qu'il devait payer son dédit. Bien entendu, je n'ai appris tout cela que plus tard. À la première station du chemin de fer, j'ai envoyé donc une longue dépêche à Lord Naseby. On vérifia ma supposition qui se trouvait être exacte et le budget quotidien connut son reportage le plus sensationnel. La victime de la villa de Marlowe est identifiée par notre correspondant spécial. Notre reporter fait le voyage avec l'homme au complet marron, la vraie tête de l'assassin, etc., etc. Bien entendu, les faits principaux furent reproduits dans les journaux sud-africains. Mais je n'eus l'occasion de lire mes propres articles que beaucoup plus tard. Je reçus par dépêche les félicitations de Lord Naseby. Désormais, je faisais officiellement partie du budget quotidien. J'étais chargée de traquer l'assassin et moi seule savais que le meurtrier n'était pas Harry Rayburn. Mais il valait mieux que les autres fussent persuadés du contraire, enfin, du moins pour le moment. Nous arrivâmes à Bulawayo samedi matin. Il faisait une chaleur épouvantable. Sir Eustache était d'une humeur affreuse. Je crois que c'étaient nos animaux de bois qui l'énervaient, particulièrement la grande girafe. Une girafe colossale avec un cou impossible, des yeux mélancoliques et une queue humble et soumise. Elle avait de la race. Elle avait du charme. Suzanne et moi, nous nous disputions déjà pour savoir à qui elle appartiendrait. Mais il fallait bien avouer que nos 49 animaux prenaient un peu trop de place. Un porteur laissa tomber une adorable autruche qui se cassa le cou. Désolés, Suzanne et moi, nous nous chargeâmes nous-mêmes de nos animaux avec l'aide du colonel Rice. Je jetai la grande girafe dans les bras de Sir Eustache et même la très correcte Miss Pettigrew dut s'embarrasser d'un hippopotame. Je croyais sentir que Miss Pettigrew ne m'aimait pas. Elle m'évitait le plus possible. Le plus drôle de l'affaire, c'est que son visage me paraissait vaguement familier. L'après-midi, nous devions faire une excursion. Sir Eustache était de si méchante humeur qu'il refusa. J'eus tout juste le temps de lui enlever notre chère girafe. Je sentais qu'il avait une envie folle de la flanquer par terre. Miss Pettigrew déclara qu'elle resterait à la maison pour le cas où Sir Eustache aurait besoin d'elle. Au dernier moment, Suzanne déclara qu'elle avait la migraine. C'est ainsi que nous ne partîmes que deux, le colonel Rice et moi. C'est un homme étrange. Il est taciturne, mais son silence même force l'attention. Il a une personnalité puissante. Notre auto traversait une région fantastique. J'évoquais les hommes de Néandertal que mon père aimait tant. L'Afrique, dis-je, me paraît un pays d'enfants géants. Vous êtes bien près de la vérité, répliqua le colonel Rice. L'Afrique est grande, simple et primitive. Mais quand on y demeure le temps, on devient cruel. On n'attache plus de prix à la vie et à la mort. Notre auto stoppa. Nous fîmes en silence l'ascension de la montagne. Au bas d'un sentier rocailleux, presque abrupt, le colonel se tourna subitement vers moi, me souleva dans ses bras, me porta jusqu'au sommet et me déposa ensuite sur le sol. Un homme de fer avec des muscles d'acier. J'avais peur de lui. Il me fixait de ses yeux impénétrables. « Que faites-vous ici, Anne Bedingfeld ?» demanda-t-il brusquement. « Je suis une bohémienne qui erre de par le monde. »« Oui, c'est vrai. Le reportage n'est qu'un prétexte. Vous n'avez pas l'âme d'une journaliste. Vous voulez vivre votre vie. Mais ce n'est pas tout. » Allait-il me faire avouer? Provocante, je levai les yeux. « Et vous, colonel Rice, que faites-vous ici ?»« Je poursuis mes ambitions, Anne Bedingfeld. Rien que cela. Je vais vous enseigner à prendre la vie telle qu'elle est, à être dure comme moi,
C'est le secret de la force et du succès. » Soudain, à ma stupéfaction intense, il me prit par la main. « Anne, dit-il, je vous veux, vous serez ma femme. »« Ah non, non, murmurai-je, je ne peux pas. »« Mais pourquoi? Je ne vous aime pas, enfin, de cette façon-là. »« Je comprends. C'est la seule raison? » Il fallait être loyal, je le lui devais. « Non, dis-je, ce n'est pas tout. J'en aime un autre. »« Je comprends, dit-il encore une fois. En était-il ainsi lors de notre première rencontre à bord du quai de Morden? »« Non, chuchotai-je, c'est depuis. »« Je comprends, dit-il pour la troisième fois, avec une intonation qui me força à me retourner. Son visage était rigide. « Que voulez-vous dire, balbutiai-je? » Il me regarda insondable, dominateur. « Je ne veux dire qu'une chose. Je sais ce que j'ai à faire. » Je frémis. Il y avait dans ces mots une détermination que je ne comprenais pas et qui me faisait peur. Une fois rentré à l'hôtel, le colonel Reiss fut si simple et si naturel que je crus avoir rêvé. Notre train partit à 9 h. Je dormis mal cette nuit sur ma couchette dure. Je luttais contre des cauchemars vagues et menaçants. Je me réveillai avec une migraine et sortis sur la plateforme. La matinée était fraîche et exquise et partout, de tous côtés, sans limite, sans fin, s'étendaient les collines onduleuses. J'aimais follement ce paysage. J'aurais voulu demeurer dans une hutte quelque part au cœur du désert et rester là pour toujours. Dans la journée, le colonel Reiss m'appela pour me montrer un brouillard blanchâtre au-dessus des broussailles. « Les chutes d'eau, me dit-il. » J'étais encore abîmée dans mon rêve étrange du matin. Je me sentais arrivée dans ma patrie. Ma patrie? Et pourtant, je n'étais jamais venue ici. Ou bien y étais-je venue en rêve? Nous descendîmes du train et nous nous rendîmes dans un grand hôtel tout blanc. Il n'y avait pas de route, pas de maison. En face, à une demi-lieue environ, les chutes d'eau. Je jetai un cri. Je n'avais jamais vu, ni ne verrai jamais rien d'aussi magnifique. « Anne, vous êtes toquée, dit Suzanne en me regardant furieusement. Qu'est-ce que vous avez? »« J'aime tout ça. » Oui, j'étais heureuse. Mais j'avais la sensation étrange d'attendre je ne sais quoi qui viendrait bientôt. J'étais excitée, étendue. Devant nous, sur un pont, au-dessus d'un ravin, nous vîmes passer un indigène. Il avançait avec grâce et aisance, suivi d'une humble femme qui semblait porter sur sa tête tout son ménage, y compris une immense poêle. Après le déjeuner, Sir Eustache se retira dans sa chambre, entraînant avec lui Miss Pettigrew. Nous causâmes quelque temps avec le colonel Reiss, puis Suzanne se leva et déclara en bâillant qu'elle irait se coucher. Comme je ne me tenais pas à rester seule avec lui, je montais également chez moi. Mais j'étais bien trop excitée pour pouvoir me coucher. Je me déshabillais même pas. Je m'étendis sur une chaise longue et me laissai aller à la rêverie. Je sentais quelque chose s'approcher de moi. On frappa à ma porte. Je tressaillis et me levai pour ouvrir. Un petit boy noir me tendit un billet dans une écriture inconnue. « Il faut que je vous voie. Je n'ose pas venir à l'hôtel. Je vous attends derrière le pont. Venez en mémoire de la cabine 17. L'homme que vous connaissez sous le nom de Harry Rayburn. » Mon cœur battait à tout rompre. Il était là. Oh, je le savais. Je l'avais su tout le temps. Je l'avais senti près de moi. Je nouai une écharpe autour de ma tête et sortis. Je devais être prudente. Il était traqué. Personne ne devait nous voir. Je me glissai devant la chambre de Suzanne. Elle dormait. J'entendais son souffle régulier. Je m'arrêtai devant la porte de Sir Eustache. Il était en train de dicter à Miss Pettigrew. J'entendais sa voix monotone répéter « En ce qui concerne le problème du travail parmi les indigènes », elle s'arrêta et je l'entendis jeter quelques mots d'une voix grincheuse. Je me glissai plus loin. La chambre du colonel Reiss était vide. Je ne le voyais pas dans le hall. Et c'était lui que je craignais le plus. Tant pis, je n'avais pas de temps à perdre. Je sortis furtivement de l'hôtel et me dirigeai vers le pont. Là, j'attendis dans l'ombre. Si quelqu'un me suivait, je le verrais passer le pont. Mais non, personne. Je m'avançai. À peine avais-je fait quelques pas que j'entendis un bruit léger derrière moi. Ce ne pouvait être quelqu'un qui m'avait suivi de là-bas. Non, c'était un homme qui m'attendait là. Tout à coup, sans rime ni raison, mais avec la sûreté de l'instinct,
Je me sentis menacée avec la même intuition du danger que la nuit à bord du Kill Morden. Je me retournai, silence. Je fis un pas. De nouveau ce bruit. Une seconde fois, je fis volte-face. L'homme vit qu'il était découvert et s'élança sur mes traces. Il faisait trop noir pour le reconnaître. Je distinguais seulement qu'il était de grande taille et que c'était un Européen et non un indigène. Je pris mes jambes à mon cou et courus. Je l'entendis derrière moi. Je courus plus vite, les yeux fixés sur des pierres blanches qui m'indiquaient la route, car il n'y avait pas de lune cette nuit-là. Soudain, mon pied sentit le vide. J'entendis l'homme derrière moi éclater de rire, un rire sinistre. Les échos de ce rire retentissaient à mes oreilles au moment où je tombais dans le vide, dans le gouffre. Tada! Je m'arrête là. La suite, demain. Voilà. Bon alors excusez-moi, il y a eu une coupure tout à l'heure après le résumé, donc j'ai repris la lecture. De toute façon, ce sera sur ma page, hein, donc voilà. Et je vous dis donc à demain, restez chez vous et je vous embrasse très fort.